On faisait à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Le sourcing, c'est un travail à part entière. Donc là, tu as pris 14 000 euros avec le Dogecoin en un week-end. Bienvenue dans ce podcast où je suis avec un entrepreneur que vous allez connaître. Certains l'ont vu dans justement les événements que j'ai fait à Paris et d'autres ont entendu parler de lui grâce à des meet-ups que j'ai fait en ligne. Et dans ce podcast, on va voir son parcours, on verra comment on est devenu associé, mais surtout, on verra comment il a pu s'acheter une maison grâce au e-commerce. Bienvenue à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter? Salut Ariel, je te remercie. Donc, moi, c'est Mathieu. Donc, effectivement, on est amis et partenaires en business depuis quelques années maintenant avec Ariel. Et j'ai démarré dans l'aventure entrepreneuriale en 2017, dans le e-commerce plus particulièrement. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'en suis arrivé à développer pas mal d'activités. Puis, je pense qu'on va voir tout ça ensemble dans ce podcast. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aussi, Mathieu, parce que tu as, un parcours, je pense, qui va motiver pas mal de gens et qui va... Tu as un parcours, je dirais pas jusqu'à dire atypique, parce que je pense qu'il y en a d'autres des parcours comme le tien, mais on n'en entend pas forcément souvent parler. Et je pense que ça peut être très, très intéressant. Est-ce que on peut revenir un peu sur justement ton parcours scolaire pour savoir un peu ce que tu as fait à la base avant d'en être là aujourd'hui, avant d'être entrepreneur? On va commencer un peu par le lycée, aller pour voir qu'est-ce que tu as fait au lycée. Tu as fait un bac général, bac pro, qu'est-ce que tu as fait un peu? Alors, j'ai fait un bac ES, comme des millions et des millions de Français. D'ailleurs, anecdote très drôle, on vivait dans la même ville, Ariel et moi, mais on se connaissait pas. On n'a pas fréquenté le même lycée. Et d'ailleurs, je crois que on avait un petit décalage en termes d'années, il me semble. Je crois Ouais. que quand j'ai passé mon bac, toi, t'as dû rentrer en seconde, quelque chose comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas pu Je pense exactement. fréquenter le même établissement. Quand toi, tu étais en terminale, moi, je devais rentrer en Troisième. seconde de vie. Non, Ah, je je pense pense que en non. seconde, peut-être, non? Ah, en seconde, ok. Troisième? Je pense en seconde, potentiellement. Enfin bon, t'étais un petit, donc je pourrais pas parler. J'étais un petit peu. Donc, ok, donc Voilà. bac ES. Après le bac ES, toi, à ce moment-là, d'ailleurs, quand tu fais ton bac ES, c'était quoi tes perspectives d'avenir professionnel à ce moment-là? Très Tu voulais faire franchement, quoi? j'en avais aucune. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ce que je savais, c'est que je voulais gagner de l'argent dans ma vie. Je te dis ça, mais j'ai quand même eu une période où j'ai hésité entre la passion et la raison, on va dire. Et après le lycée, je suis rentré dans une école d'art appliqué, donc qui s'appelle Olivier de Serres, parce que j'avais un rêve qui était de devenir designer, mais j'y croyais pas trop en fait. Donc c'est un rêve en fait. Enfin, c'est un rêve. À la base, c'était juste un passe-temps, tu vois, dessiner des choses. Et au cours de l'année de terminale, je me suis dit, il faut que je le tente parce que j'aurais qu'une seule occasion dans ma vie de faire ce parcours-là, c'est maintenant. Si je saisis pas cette chance, ça fonctionnera pas. Mais j'y croyais pas vraiment et surtout, j'y avais jamais pensé avant. C'est-à-dire quand j'avais 14, 15 ans, je te disais pas, mon objectif, c'est de faire ce métier-là. Et donc après le bac, j'ai fait un an d'art appliqué, donc en ce qu'on appelle une MANA, une mise à niveau en art appliqué. C'est un truc un peu particulier dans lequel c'est un parcours dans lequel t'es pas réellement dans cette école. T'as un pied dans l'école, mais t'es pas totalement dans l'école. C'est une année qui compte pas en fait sur le plan académique. T'es pas, tu fais pas un bac plus un ou je sais pas quoi en fait. C'est un peu bizarre. Et en fait, à la fin de cette Oui, année, en fait, c'est une prépa, c'est une sorte de prépa, c'est une sorte de classe préparatoire, en fait, pré-école, on pourrait dire. Moi, j'avais aussi une mana dans mon école. Moi, à la base, j'étais dans une école de web où je suis allé faire un cursus spécialisé. Donc, moi, c'était un bac plus 3, mais il n'y a pas de terme pour ça. C'était pas un BTS, c'était pas un DUT. Mais l'école dans laquelle j'étais, qui s'appelle Sifacom, ils avaient des BTS dessus. C'était une école privée. Ils avaient des BTS aussi. Ils avaient notamment une mana. Et en fait, la mana, c'est d'ailleurs quelque chose que moi, je voulais faire à la base. Donc, c'est assez marrant aussi, pareil, l'autre point commun qu'on avait, alors qu'on se connaissait ça, tu pas. m'as jamais dit On ça. est tous les deux dans... Là, si, je crois que je t'ai dit, mais peut-être genre très rapide, quoi. En fait, Ok. moi, à la base, je voulais dessiner des mangas, en fait, quand j'avais peut-être, je sais pas, à partir de 11, 12 ans, peut-être, je voulais être dessinateur de manga, parce que j'adorais ça. Et du coup, au moment où je m'étais dit, ça peut être un vrai projet concret, j'étais déjà en première. Sauf qu'en première, il y a que là où on m'apprend que, en fait, si je veux être dessinateur, il faut que je fasse une seconde art appliqué. Et que donc, à partir de la seconde art appliqué, après, je peux rentrer en STI, en première STI art appliqué et terminale pareil. Et qu'après ça, je peux aller dans des études d'art appliqué. Et en gros, comme j'avais pas fait ça et que je voulais pas redoubler, parce que j'ai appris ça quand j'étais en première et que je devais rentrer en terminale,
Ce qui veut dire que je devais pas redoubler, je devais carrément revenir dans la classe. Reviens en En arrière. fait. Ouais. Je devais revenir en seconde à appliquer. Moi, pour moi, c'était impensable, j'ai juste lâché l'affaire. Et en fait, arrivé en terminale, quand je faisais mes recherches de ce que je pouvais faire, j'étais tombé sur justement le fait qu'on puisse faire une mana, du coup une mise à niveau. Et en fait, cette fameuse mise à niveau, quand je lisais bien, en fait, c'est une sorte de prépa, en fait, c'est une sorte de pré de pré-année. Il y a ça aussi dans le milieu du dev. Tu as certaines écoles qui proposent ça maintenant, où quand tu veux rentrer dans une certaine école, tu dois faire une sorte de pré-année pour être prêt à rentrer dans cette école, quoi. Au Et final, c'est le même principe que les prépas pour rentrer en école d'ingé ou en école de commerce. Au final. c'est payant en école du dev? Ça dépend pourquoi. Et surtout, le format est pas exactement le même parce que souvent, quand même, c'est une pré-rentrée pour les gens qui font des passerelles. C'est, par exemple, tu as fait peut-être une licence dans un truc qui a aucun rapport. Et bah, pour pouvoir rentrer dans une école d'ingé ou une école de dev, ils vont te dire, bah, pour pouvoir rentrer en première année de la passerelle, ce qui est souvent équivalent en troisième année, on va dire, c'est genre l'équivalent école d'ingé, quoi. Donc, c'est 3, 4, 5. Ok. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce 3, même si toi, tu as déjà un bac plus 3, comme c'était pas du tout dans le même truc, on te demande de faire une sorte de prépa, tu vois, de classe préparatoire, qui souvent sont assez courtes, hein, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, tu vois. Dans le cas de 42, au final, c'est un peu ce qu'ils ont. Pour pouvoir rentrer à 42, faut passer des tests. Mais en La fait, une fois piscine. que tu as réussi les tests, t'as que la piscine. Exactement. T'as que accès, en fait, à la piscine. Et après la piscine, c'est la piscine qui décide si oui ou non tu peux rentrer à 42. Si Ouais, tu mais dis, c'est ouais, un pas de mois la piscine, bah, tu piscine. pourras pas rentrer à 42. Ouais, mais c'est un mois. Bah oui, c'est un mois, ouais. C'est ça, c'est un mois, ouais. C'est pour ça que je dis que Mm. dans le dev, ça va dépendre des écoles. Il y a des écoles je crois que par exemple l'ETNA, qui est une école à Ivry-sur-Seine, eux, ils l'ont sur un an, je crois, cette classe préparatoire, tu vois. C'est un Mm. an et après voilà. Donc, euh, donc ça dépend. Mais oui, du coup, moi aussi, une mana, je voulais faire et je connaissais, mais je suis pas allé dans cette voie-là au final parce que je m'étais dit déjà, je suis trop nul en dessin et en plus, je voyais pas trop d'avenir. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire Bah, et c'est plus l'avenir en fait. C'est vrai que parce que le fait d'être nul en dessin, c'est des choses que tu peux apprendre, tu peux progresser là-dedans. Le dessin, tout le monde peut y arriver. Hein. C'est beaucoup de technique en réalité. Après, il y a une histoire de patte, première chose, et puis il y a une histoire aussi de talent. T'as des gens qui ont du talent et qui vont avoir besoin de seulement 1 heure pour faire un truc que toi tu vas faire en 6 ou 7 heures. Mais avec de l'acharnement et de la technique, tu peux réussir à dessiner correctement. Mais le problème, c'est après quels sont les débouchés, surtout quand tu veux dessiner des mangas. Je pense qu'il y a toujours des débouchés, mais c'est vraiment anecdotique par rapport à une carrière dans le dev, hein, en termes de débouchés. C'est ça, ouais. Bah, surtout quand tu veux aller sur du dessin créatif, comme on parle là. Parce que si tu Mm. pars sur du dessin industriel, comme ce que font beaucoup de gens qui sortent d'art appliqué, je pense que là, enfin, tu vois, t'as de l'avenir. Tu vois, tu peux t'orienter vers de l'architecture après, tu peux t'orienter vers du dessin industriel, d'objets, ce genre de choses. Et là, il y a un peu plus d'avenir, je pense, parce que c'est mêlé à de l'ingénierie. Euh, tu vois. Mais clairement, si on parle purement de dessin, euh, purement de dessin entre guillemets, c'est-à-dire pour je vais pas dire divertissement, mais pour de l'art autant que tel, en tant que tel, je pense que là c'est beaucoup plus dur effectivement. Et du coup, bah toi tu fais ça 1 an. Ouais, donc je me vautre totalement à la fin de l'année. Je suis pas pris dans l'école, Ok. pour plein de raisons, mais principalement parce que j'ai pas le niveau en dessin, un peu comme ce que tu viens de dire. Et donc bah là je me dis ok c'est bon, j'ai tenté, j'ai loupé, maintenant je repars dans un cursus un peu plus classique on va dire. À l'époque j'avais le choix, enfin je pouvais aussi entrer en prépa. Après mon bac en fait j'avais le choix entre rentrer en prépa école de commerce ou la mana. J'avais choisi la mana, mais donc du coup 1 an plus tard je suis toujours qualifié pour entrer en prépa tu vois. Sauf que ça fait 1 an que j'ai arrêté tout ce qui est matière académique classique, tu vois. Et donc je me dis, la prépa, ça risque d'être chaud. J'ai pris du retard, tu sais même. Enfin, c'est pas que j'ai pris du retard, mais j'ai pris de la. Ouais, c'est que quand t'es en études, c'est un peu comme un sportif, quoi. T'as perdu un peu l'habitude de travailler ces matières, de bachoter et tout. Donc je me dis, ok, je vais tenter peut-être un truc plus simple. Donc je pars en DUT GEA. Donc voilà, je fais ça pendant 2 ans. Qui est quoi? Euh, Tu peux expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas le DEP Ouais, GEA? GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations. Donc, c'est un truc assez généraliste qui t'emmène vers tous les métiers, en fait, de bureau, finalement, bah, de dirigeant d'entreprise à responsable RH, comptable, plein de trucs. En gros, tu destines ta vie à travailler dans un bureau, quoi, pour la faire simple. Même commercial, Ouais. tu peux faire. Euh, et donc, bah, après ça, je rentre en école de commerce. Et puis, là, je fais 3 ans en école de co.
Je me spécialise en finance d'entreprise et finance de marché. Donc, je pars sur un profil assez financier. Et à partir de là, bah, après ça, je fais quelques stages et je prends mon premier job en tant que banquier. Et du coup, là, on arrive à un truc assez intéressant puisque donc là, tu rentres en banque. Tu as fait un parcours au final presque comment je pourrais dire un peu le parcours classique de normalement, je vais finir avec un bon CDI, un bon job salarié, etc. Parce que tu rentres en DUT GEA, tu rentres en école de co ensuite, école de commerce. C'est pour certains, pour beaucoup de gens en France, je pense, sortir d'une école d'ingé, une école de commerce ou médecine, c'est un peu le Graal, tu vois. C'est-à-dire que en dehors de ces trois-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de cursus où les parents, tu vois, on va dire aussi avocat, pardon. J'ai oublié tout ce qui est Ouais, chambre tu des veux cocher les clichés, là. notariat. Non mais ouais, exactement c'est ça. C'est en fait quand tu fais ce genre de choses, t'es dans les clichés de un peu le Graal de ce que les gens ils aiment, de ce que les parents poussent à faire en général, tu vois. Je pense qu'il y a pas beaucoup de parents qui disent allez mon fils devient pâtissier, tu vois. Mais il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est clairement pas ce que les parents ils poussent en général. C'est en général c'est vers la médecine, vers tout ce qui est voilà truc avocat, notaire, etc. Ingé ou école de commerce. Donc toi là t'as un peu ce parcours, tu vois, de l'élève star entre guillemets. Enfin tu vois élève star dans le sens de parcours classique. Toi, du coup, qui est rentré en banque, est-ce que tu pourrais un peu nous dire justement comment ça se passe? Moi, ça commence un petit peu à dater parce que c'était en 2015, donc voilà, ça va bientôt faire 10 ans cette expérience. Donc peut-être que maintenant ça a changé. Cela dit, à cette époque-là, donc pour répondre à ta question, moi je gagnais à peu près 2 200 € par mois, ce qui est pas énorme avec un bac plus 5 en sortant d'école de commerce, avec un diplôme en ingénierie financière. Après, faut remettre un peu dans le contexte. En 2015, je te rappelle que on sortait un peu de cette crise économique qu'on avait eu de 2008 à 2012, 2013. Il y avait un taux de chômage qui était très élevé. Et à la base, moi, je suis recruté sur un poste où ils recherchent un BTS, donc quelqu'un qui a un profil BTS. Donc, tu vois, je décide de voir à la baisse en fait mon niveau d'exigence. Et on me dit en gros que je vais avoir un poste d'assistant de gestion de compte entreprise. Donc, je suis l'assistant du gestionnaire de compte entreprise, mais que sur un horizon à peu près 24 mois, j'ai la possibilité de devenir gestionnaire. Et donc, finalement, d'atteindre le poste que j'aurais dû avoir avec le niveau d'études que j'ai, quoi. Même en étant junior, c'est pas grave, mais en sortant d'école de commerce, tu peux t'attendre à commencer sur un poste de gestionnaire compte entreprise. Je parle même pas de grand compte, hein, juste entreprise. Donc mon travail consistait en fait à être en relation avec les entreprises. Donc j'étais dans un business center et j'étais en relation avec les entreprises pour toutes les opérations du quotidien. Donc ça peut être la paye, ça peut être bon, la paye ça arrive qu'une fois par mois, mais ça peut être des opérations de virement un peu exceptionnelles. Et puis alors moi j'étais dans le 8e arrondissement, dans une banque très très à l'ancienne. Pour te dire, on travaillait en sous-DOS. Enfin, notre système d'exploitation c'était sous-DOS. On avait même pas de souris, tu vois ce que je veux dire? Vraiment super à l'ancienne. Et on avait beaucoup de clients qui étaient aussi très à l'ancienne. C'était des clients qui étaient clients depuis 20 ou 30 ans. Et donc on avait beaucoup aussi d'opérations financières qui existent quasiment plus aujourd'hui, genre des escomptes, des effets de commerce, des lettres de change, des trucs comme ça. Des choses vraiment super à l'ancienne. C'est vraiment la banque à papa, tu vois. Donc pour ça, voilà, ils avaient besoin de quelqu'un qui gérait vraiment au quotidien. Mais du coup, toi en banque, donc t'as dit ton salaire tout à l'heure, tu peux rappeler à combien t'étais? Ouais, 2100, 2150 €. J'avais après à la banque t'es pas très bien payé, mais t'as aussi participation et intéressement qui sont assez élevés. Donc dans mon cas c'était à peu près 6 000 € par an pour la première année. Donc c'est pas mal, tu vois. Et après t'as tout ce qui est ticket resto, tout ça. Au bout de 4 ans d'expérience, à combien tu penses que t'aurais pu être? Je pense que j'aurais pu au bout de 4 ans peut-être être aux alentours des 2007, 2008, mais pas beaucoup plus. Par contre j'aurais pu Ouais, augmenter. non, c'est pas possible. Non, c'était pas possible. Par contre, j'aurais fortement pu augmenter en participation intéressement. C'est un peu comme ça que fonctionne la banque. Enfin, en tout cas, à l'époque, cette banque-là. Ma sœur elle travaille aussi en banque, donc elle me donnait un peu les mêmes retours. En fait, c'est comme ça qu'ils te gardent captif. C'est-à-dire que t'es pas super bien payé, mais par contre, t'as une bonne participation intéressement et ils font tout pour que tu laisses je crois que c'est ton intéressement, que tu le laisses chez eux, tu sais
que tu stacks ce truc-là chez eux, ça fera des intérêts et au bout de 7 ans, je crois, tu peux le récupérer. Je sais plus exactement les délais parce que moi j'ai jamais fait ça, mais c'est un peu comme ça qu'ils gardent captifs leurs salariés parce que c'est vrai que quand tu regardes le PNB, donc le produit net bancaire de la banque, tu vois que ça se chiffre en milliards et puis tu regardes ensuite le bénéfice et tu vois que la banque, moi aussi dans une petite banque, ça s'appelle la banque Tarno, tu vois que ça faisait, je sais pas, peut-être 4-5 milliards d'euros de bénéfices. Et puis là, tu demandes une augmentation de 50 euros et on dit non, c'est pas possible, c'est compliqué. C'est sûr que la pilule, elle peut pas passer, tu vois. C'est impossible de faire autant d'argent et de ne pas rétribuer tes salariés. Donc à un moment donné, il faut trouver une manière de le faire. Et cette manière, c'est déjà d'avoir, comme je te le disais, la particularité du banquier, c'est que c'est une population de gens qui ont une aversion forte pour le risque, qui vont avoir peu de chances de quitter leur emploi pour aller chercher un autre emploi, enfin voilà, prendre ce risque entre guillemets. Et puis voilà, en leur proposant une rémunération alternative qui est la participation et l'intéressement, j'ai réussi à les garder un petit peu captifs. Je te donne l'exemple de ma sœur, elle a 40 ans, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'elle est banquière. Elle fait certaines années à plus de 20 000 euros hein, en participation et intéressement cumulé. Donc là, ça commence à devenir une somme importante dans ta rémunération. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait en fait que tu t'arrêtes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mathieu O'Neill à qui je parle, bah, il est plus banquier, il n'est pas devenu le directeur avec justement pas mal d'argent et d'intéressement. Qu'est-ce qui fait ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un mini burn-out. Déjà, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai beaucoup grossi pendant cette période. Et il faut savoir que la banque, c'est un milieu qui est très vertical. Donc, on a un peu une logique. Enfin, c'est pas mal inspiré de la hiérarchie militaire. Donc, quand ton supérieur te donne un ordre, tu dois l'exécuter. Tu dois pas commencer à poser la question du pourquoi, du comment, ce genre de choses. Et donc, j'ai eu un gros problème avec l'autorité. J'ai pas envie de dire, ouais. Non, j'allais dire un truc un peu vulgaire. Je vais pas dire un truc un peu vulgaire, mais en gros, t'es un peu un larbin et on échange ta capacité d'initiative, ta capacité de réflexion contre une rémunération. Il y a un vrai échange qui se fait, tu vois. J'accepte certaines choses que je n'accepterais pas dans ma vie quotidienne en échange d'un salaire. Et en fait, non, moi je pouvais pas. Comme je te le disais, j'ai accepté un poste qui était en dessous de mes compétences, enfin du moins de mes diplômes. Et donc j'ai eu encore plus de mal à accepter ça parce que ça, à la limite, j'étais super bien payé, que j'étais vraiment comme un coq en pâte. Peut-être que j'aurais mis de côté un petit peu mes états d'âme et que j'aurais accepté, voilà, d'être un peu le larbin de temps en temps. Mais là, c'était pas possible, quoi. En fait, c'était pas clairement pas possible. Euh, voilà, j'avais du mal avec ça. Un management très années 80. Bah comme je t'ai dit, voilà, vraiment la banque à papa, donc des gens qui étaient un peu en fin de carrière, qui avaient fait leurs études, je pense, fin des années 70, début 80. Donc un management très autoritaire, très bossy, pas du tout aligné avec ce que je voulais et ce que j'appréciais. Mais enfin, je pense comme beaucoup de gens de ma génération. Et voilà, donc c'est tout simplement ça qui m'a amené. Et puis bon, après le fait que c'était pas, donc c'était un peu, donc c'était dans le 8e arrondissement. Donc fallait que je vive à Paris et je regardais à la fin du mois entre ce que je dépensais pour me loger, pour manger, pour etc etc et ce que je gagnais sans prendre en compte encore une fois participation et intéressement. À la fin, il me restait entre 50 et 100 euros sur mon compte en banque, sans faire de folie, tu vois. Je suis pas du genre à sortir tous les soirs, à claquer des bouteilles en boîte et tout, mais sans faire de folie, voilà. J'arrivais à gagner à mettre de côté entre 50 et 100 euros par mois. Et du coup, là, ça, t'as bon, mini burn-out, tu dis c'est plus pour toi, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu démissionnes? Est-ce que tu fais une rupture co? Est-ce que en fait l'entrepreneuriat, il y a eu une opportunité? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu passes de justement ce burn-out à l'entrepreneuriat au final? Est-ce que ça s'est passé en Non, parallèle? j'ai Est-ce démissionné. que Ouais, non, j'ai démissionné. J'avais aucun, au moment où j'ai démissionné, je n'avais aucun objectif. C'était juste d'arrêter les frais. Donc, j'ai eu une rupture conventionnelle, mais je veux dire à mon initiative. Donc j'ai eu 6 mois de chômage. Et pendant après un an, j'ai absolument pas travaillé, j'ai rien fait du tout. Vraiment, je me suis et un donc peu remis. t'avais pas de revenus?
Bah, j'ai eu le chômage pendant 6 mois. Et après, sur les 6 mois qui ont suivi, j'ai pioché dans mes économies. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que t'es tombé dans l'entrepreneuriat, justement? C'était quoi, Bah, tout, l'opportunité, le moment où tu t'es dit, enfin, qu'est-ce qui fait vraiment, qu'aujourd'hui ouais. on est là à parler? Ouais, alors déjà, grosse remise en question personnelle. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait tant d'études? J'ai balancé 30 000 € dans mon diplôme en école de commerce pour au final faire ça. C'est quoi l'intérêt? Donc vraiment une grosse remise en question. Je savais toujours pas ce que je voulais faire à ce moment-là dans ma vie. Enfin, je me rendais compte que voilà, la banque et tout ce qu'on m'avait dit de faire, tout, tu vois, si je suis allé vers la banque, c'est parce que moi aussi j'ai écouté mes parents ou mes proches qui me disaient, vas-y, deviens banquier, c'est génial, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, ça me correspond pas. En tout cas, pas comme ça. Et en fait, à l'époque, mon cousin était lui chef d'entreprise déjà. Mon cousin qui est ensuite devenu mon associé. Et un jour, je me souviens, je rentre dans sa chambre euh, et il était en train d'écouter un podcast qui était Nomade Digital. Donc pour ceux qui connaissent pas le podcast Nomade Digital, je sais pas s'il est encore en ligne sur les plateformes. S'il l'est encore, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est vraiment une petite pépite ce podcast. C'est fait par Stanislas Leloup à l'époque où il n'était pas encore connu sur les réseaux. Et dans ce podcast, en fait, donc il y a deux co-hosts. Donc il y a Stanislas Leloup et un autre mec qui s'appelle Paul Fort. Et quand je rentre chez mon cousin, je commence à écouter un peu le podcast et puis je me rends compte que bah, ce fameux Paul Fort fait de la vente sur Amazon. Il est vendeur Amazon FBA et il annonce des chiffres assez importants de rémunération et de chiffres de ce qu'il fait. Et le podcast est vraiment confidentiel, tu vois. On n'est pas sur Yomin Denzel, enfin, sans vouloir clasher, mais tu vois, annoncer des gros montants, etc., parce que derrière, il y a de l'audience et qui vend du rêve. Là, on est sur un podcast qui fait genre 3 écoutes par mois, enfin, c'est vraiment un truc anecdotique, et le mec annonce des chiffres assez importants, et il le fait pas de manière prétentieuse, donc je me dis, on n'est peut-être pas sur un mec qui essaie de vendre, et ouais, en plus de ça, il y a rien à vendre. À côté du podcast, il y a rien à vendre. Donc je me dis, quel est l'intérêt du mec d'annoncer des chiffres pareils, en fait? C'est, je pense, enfin, il y a une probabilité assez importante pour que ce soit les vrais chiffres qu'il annonce. Et le gars, je crois qu'il avait 22 ans à cette époque-là. Et donc, je me dis, mais si ce mec a réussi à faire ça, est-ce que moi, je peux pas y arriver, tu vois? Donc, j'ai commencé à me renseigner sur Amazon FBA. C'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. J'avais déjà un petit peu entendu parler du dropshipping et de ce genre de choses via des forums que je fréquentais dans les années 2010 à peu près. Mais j'avais jamais entendu parler de la possibilité de faire du Amazon FBA. Donc Amazon FBA, FBA ça veut dire Fulfillment by Amazon. En gros, c'est être un vendeur sur Amazon. Donc on a des produits qu'on vend sur Amazon. Et ce qui se passe, c'est qu'on achète ces produits chez un fournisseur et on va les stocker dans un entrepôt Amazon. Donc c'est différent du dropshipping dans le sens où là, avant de commencer à vendre, on est d'abord propriétaire d'un stock. Ce stock, ensuite, on le met chez Amazon. Donc c'est Amazon qui s'occupe de tout ce qui concerne la partie livraison, d'où le fulfillment. Tout ce qui va consister en stockage, livraison, retour, échange, etc., etc. Tout ça, c'est Amazon qui gère. Donc c'est très avantageux puisque ça permet de bénéficier de l'exposition d'Amazon pour lancer un e-commerce sans avoir tous les inconvénients du stockage, de la préparation de commandes et ce genre de trucs. Et en 2015, c'est complètement inconnu. Personne ne parle de ça en France. Et donc là, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc. Et donc je passe tout l'été à chercher des produits, à essayer de comprendre comment on lance un business sur Amazon. Et à la fin de l'été, je démarre et je lance mon premier produit. Ok. Et du coup, tu te renseignes, tu te formes, tu te dis, ok, ce truc, ça peut être intéressant, surtout que le mec, entre guillemets, il avait pas de raison, en fait, de mentir sur ses chiffres. Toi, c'est vraiment, au final, ce qui t'a convaincu en te disant, ok, c'est possible. Donc là, tu sources un produit, tu trouves un premier produit. On peut dire le produit, vu que tu le fais plus, tu faisais quoi? Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu avais trouvé comme produit? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, le premier produit, c'est un produit test. C'est un produit que je recommande pas parce que pour le coup, je pense que c'est un produit qui respecte pas toutes les règles en termes de trademark. C'était en fait, alors à l'époque, à l'été 2015, c'était la grosse hype autour de Pokémon Go.
Et donc Pokémon avait un vrai, beaucoup de gens s'intéressaient à ça. Et en fait, moi, C'était j'ai Pokémon Go découvert. par contre en 2015. T'es sûr? Si. Attends, Ouais. Pokémon Go, date, je crois pas que c'était 2015 hein, Pokémon Go. C'est 2016, En tout Pokémon cas, Go. la hype en France, c'était ah oui, non, pardon, oui, non, t'as raison, ouais, c'est 2016, été 2016, excuse-moi. 2015, j'étais en banque. Et j'ai pris ma DEM, en septembre 2015. Donc, un an plus tard, on se retrouve à peu près, ouais, septembre, enfin, août-septembre 2016, excuse-moi. Et ouais, ouais. Et, bah, en fait, du coup, je vendais des grinders, en forme de Pokéball. Donc, Ok, donc les ouais. grinders, les trucs pour ceux qui savent pas, pour moudre, enfin, ouais, moudre, on peut dire que c'est ça, moudre des têtes de tabac ou Non, autre chose, ou autre non, MST. non, 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 de la ciboulette, de la ciboulette. Ouais, de la ciboulette et des herbes très fraîches. Voilà, de la salade. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc c'est vraiment un test. Je me dis, ok, parce qu'en fait, pendant 2-3 mois, je cherche, je trouve rien de vraiment convaincant. Tu vois, je trouve pas de produit où je me dis, ah ouais, ça va marcher, c'est sûr. Puis en même temps, j'ai pas d'expérience, tu vois. Donc je me dis, bon allez, tu sais quoi, tant qu'à faire un test, allez, je mets 150 euros, j'achète un petit stock de grinder et je vois si ça marche. Donc j'achète le stock, 150 euros, il y en avait 50 dans le stock. Donc c'était à peu près 3 euros par grinder, Un grinder. comme ça, ouais. Enfin un peu moins parce qu'il y a la livraison et tout. Et donc je le fais livrer à Amazon et là, en 12 jours, rupture de stock. J'ai tout vendu en 12 jours. Dans l'histoire, je dois Ok. gagner peut-être 300 ou 400 euros en bénéfice une fois que j'ai dit Toi, l'utilisateur pour toi, tu les vendais combien? à 19 euros. Donc 19. Toi, tu les achetais on va dire à 3. Ouais, à Ce 3. qui fait une marge de 16. Et après, tu as Mm. tous les frais, j'imagine, de Amazon. C'est-à-dire que Amazon, il te facture pour le fait du stockage. Il te facture ensuite la livraison, j'imagine. Et il te facture... ouais, ça peut pas être deux choses, non? Ouais. Livraison et stockage. Ouais, c'était à peu Et près la tu sais moitié. qu'ils Ouais, à prennent peu près une la moitié. commission aussi Ils prennent une commission sur les ventes et ensuite il y a les frais qui sont facturés pour la livraison, pour le pour le stockage, stockage. pour plein d'autres trucs, quoi. Ok. Enfin, Et donc, toi, à ce moment-là, plein de donc, t'as trucs, dit... même pour les emballages. Et là, donc toi, t'avais... c'est pour qu'on voit un peu un schéma. Toi, t'as acheté ça à 3, tu l'as vendu à 19, t'as 16. Amazon, ils t'ont pris combien, du coup, sur les 16, là? Parce que t'as dit que t'as fait combien de Globalement la moitié. trucs? 4 euros. Globalement la La moitié. moitié, donc À peu près 8. 8 euros, quoi, on va dire. Mm. Ok. Ok, Mm. ok. Donc, tu t'achetais à 3, tu gagnais 8 entre guillemets, si on regarde vraiment juste purement... Mm. Enfin, non, même pas, c'est pas si tu gagnais 8 mais c'est... Enfin, si on va dire ça, c'est t'achetais à 3, tu gagnais 8. Donc, tu faisais un ROI de... Enfin, c'est pas exactement comme ça qu'on calculerait, mais bref, ok. Tu prenais 8 de marge, et donc sur 50, du coup, sur 50 trucs, ça fait, tu vois, fois 8 à peu près, ouais, 400 balles. Quoi. T'as fait 400 balles, mais en investissant 150. C'est à ça que je voulais arriver. C'est en Mm. investissant 150, t'as gagné 400 balles. Donc c'est pas mal du tout. Mm. C'est pas mal du tout, en fait. Ouais. Et donc, c'est comme ça que Alors, du tout, c'est merci. pour ça, j'imagine Ouais. que, non, c'est un petit truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, 150 balles, c'est un investissement qui est pas, tu vois, 150 balles, c'est moins c'est moins, enfin, au moment où je parle en 2024, c'est moins qu'un Wiko, je pense, tu vois. C'est un petit Xiaomi, bas de gamme. Donc, c'est-à-dire que pour un Mm. téléphone bas de gamme, alors qu'il y a des gens qui s'endettent pour aller acheter des iPhones, quoi, t'as quand même réussi à justement aller vers un prix, enfin, t'as généré un montant qu'on appelle ça, de, mince. T'as généré un montant d'un téléphone milieu de gamme. Voilà. Tu vois? En gros, t'as acheté un bas de gamme, on t'a redonné un milieu de gamme derrière. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que c'est quand même pas mal comme preuve de concept, tu vois. Pour te motiver Oui, à voilà, te c'est dire, ça. OK, il y a quelque chose d'intéressant, qui est faisable, en fait. C'est par ça Et- que j'entends que c'est pas mal, parce qu'effectivement, oui, 400 euros, ça ne change pas ta vie, mais ça te donne cette motive et cette preuve que ça peut marcher, en fait. Ouais, exactement. Et puis, il faut pas oublier qu'à l'époque, donc, je suis entouré de gens enfin, je me remets un petit peu dans le contexte. Mon entourage me prend pour un fou, hein, d'avoir quitté la banque. Et là, maintenant, de parler d'acheter des produits en Chine et de les revendre sur Amazon, autour de moi, on me dit, mais t'es un fou, tu fais n'importe quoi, t'es en train de foutre en l'air ta vie. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, tout ce que ça m'apporte, en fait, ça me conforte en me disant, la mec, c'est peut-être toi qui as raison. Et arrête d'écouter des gens Ouais. autour de toi et focalise-toi sur ce que tu as découvert.
Et donc, le gars que j'écoutais dans le podcast, il racontait pas des conneries, tu vois. Parce que pareil, t'en parles autour de toi, tu dis, ouais, bah regarde, j'ai découvert ce mec-là, il gagne tant, etc., etc. Tout le monde te dit, ouais, mais c'est un menteur, etc. Mais moi, j'avais cette intuition que c'était pas le cas, pour plein de détails que je t'ai expliqué. Et donc là, en fait, ce POC, en fait, comme tu le dis, finalement, c'est un POC, ça vient confirmer tout ça, de dire, ok, là, j'avais vu juste, et maintenant, il faut faire les choses de manière un peu plus propre, un peu plus carrée. Et donc, je commence à... Et puis, vu la vitesse à laquelle ça se vend, ça me donne un peu confiance. Je me dis, mais en fait, ça sert peut-être à rien que je me torde l'esprit dans tous les sens à trouver vraiment le produit parfait. En fait, peut-être qu'il suffit juste que j'achète un peu n'importe quel produit et que je teste, voir si ça marche ou pas, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai commercialisé des briquets à arc électrique. À l'époque, c'était un peu la mode. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un peu comme des tasers. Si, moi je vois très bien ce que c'est, des Euh, briquets un peu en mode taser, c'est ça. C'est des sortes de mini tasers ouais, et qui servent de briquets, quoi. exact. Et, euh, et pareil, ça marche super bien. Et du coup, à partir de là, bah, je commence à développer ma boutique. Et en parallèle, je crée une formation sur le sujet, sur comment faire pour vendre des produits sur Amazon, comment devenir vendeur sur Amazon. Parce qu'à l'époque, il y avait rien sur le sujet. Il y avait quelques formations dropshipping en France, mais il y avait rien qui parlait d'Amazon en tant que tel. Et moi, ça me permet de revenir un peu, avant que justement, qu'on rentre un peu plus dans le détail sur la formation. J'ai envie d'expliquer un peu un truc, c'est que souvent, il y a des gens, j'avais fait il y a très longtemps sur une chaîne à moi, que je ne nommerai pas parce que c'est une chaîne avec des vieilles vidéos, mais sur une chaîne à moi, j'avais débunké un jour un peu un truc sur le dropshipping. C'est que à l'époque où le dropshipping ça commençait à boomer vraiment, je dirais que c'est vers 2000, 2017, là, t'avais un vrai boom. Ce que j'entends par boom, c'est que c'était plus les insiders, tu vois. Genre en 2015, moi, je connaissais le dropshipping, mais c'était quand même un peu des insiders encore. Ça boomait aux States. Là, je parle de la France, hein, je parle pas des States. Aux States, 2015, 2015, ça boom déjà en vrai, de très très gros même. Mais en France, j'ai l'impression que c'est 2017, 2018 où t'as un vrai truc tu sais, t'as les influenceurs qui se mettent à être payés pour faire du drop, t'as machin. Je crois que d'ailleurs, je crois que l'époque où Yomi il commence vraiment à cartonner en drop, c'est en 2017, je crois. Tu vois, 2017-2018, vers là, il me semble. Donc, c'est vraiment là où c'est devenu un peu généraliste, presque, en France. Et en fait, à cette époque-là, il y a un mec qui s'appelle le Roi des Rats, qui fait une vidéo sur le drop, et il est en mode, voilà. En fait, c'est tous les mecs qui se prennent pour des chevaliers blancs, qui veulent dire il y a des scammers et des scammers. Et sur le fait qu'il y a des scammers, il n'avait pas tort en soi. Et ça, il n'y avait pas de souci. C'est la manière dont il décrit le dropshipping qui me posait problème, c'est qu'il décrivait le dropshipping comme un scam. C'est-à-dire que le dropshipping, la méthode était un scam. Le dropshipping, les gens pensent que c'est le principe de juste scammer en faisant un site pour vendre des trucs de Chine, mais c'est pas ça. Le dropshipping, c'est juste que tu fais ton site ou ta promotion. Tu n'as pas le stock. Les gens achètent. Au moment où les gens ont acheté, toi, avec l'argent que tu as récupéré, cette sorte d'avance sur produit, on peut dire ça comme ça, avec cette avance, toi, tu vas ensuite aller acheter le produit à l'unité, ou parfois en petite quantité, mais souvent à l'unité. Et tu l'envoies au client. Ou la personne, le tiers à qui tu l'achètes, l'envoie pour toi. C'est ça le dropshipping au final. Le dropshipping, c'est juste ce qu'on appelle en logistique du flux tendu. C'est que tu achètes les produits que quand tu as de la demande pour le produit. Alors que dans tous les autres cas que j'ai dit avant, c'est tu achètes du stock. Ce stock, ça peut être un petit stock, comme toi t'as fait avec 50 pièces, tout comme ça peut être 100 pièces, 1000 pièces. Enfin, t'as des gens qui achètent du stock où ils achètent. Moi, j'ai vendu des guides touristiques. J'ai dû acheter 500 guides. Enfin, j'ai dû produire plutôt parce que je les achetais pas, c'est moi qui les créais, mais j'ai dû produire dès le début 500 guides. Je pouvais pas produire un seul guide parce que ça coûtait trop cher. C'est-à-dire que produire un guide, ça me coûtait, je crois, 16 euros. Moi, le guide, je le vendais 15. Donc, produire un guide, ça me coûtait plus que le prix que j'allais le vendre. Donc, ça m'aurait obligé à vendre le guide plus cher. Donc, comme moi, je voulais vendre le guide pas très cher, bah, j'ai dû prendre un stock de 500, enfin, j'ai dû faire imprimer 500 guides touristiques dès le début. Et ça, je parle de ça parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce truc-là. Et je trouve que c'est en ça que c'est intéressant que, comme tu dis, quand tu as commencé Amazon, comme il n'y avait pas grand chose sur le sujet, toi, tu t'es dit, surtout, tu as dû un peu apprendre tout seul, entre guillemets, si on peut dire. Enfin, c'est pas si on peut dire, tu as appris tout seul avec différentes ressources, mais tu t'es dit, OK, je vais faire une formation qui répertorie un peu tout. Et je trouve que c'est intéressant et c'est, il y a, encore aujourd'hui, je trouve que sur le e-commerce, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, vers 2021, quand moi, c'était un sujet qui me passionnait pas mal, il y a toujours pas beaucoup de gens qui arrivent à bien expliquer les choses, je trouve, tu vois. C'est que souvent, les gens, ils te parlent beaucoup de la partie financière,
sans les autres trucs qui viennent avec le fait de faire du e-commerce, de faire du commerce en fait même de manière générale, pas que du e-commerce mais de faire du commerce. Toi, comment tu t'es positionné justement à cette époque-là? Alors, moi, surtout, ce que j'ai trouvé, enfin, la plus-value que j'ai apportée, c'est que l'interface Amazon, elle est vraiment pas facile à prendre en main. Elle est un peu complexe. Il faut vraiment euh, passer du temps dessus pour comprendre comment elle fonctionne. Il y a moyen de faire pas mal d'erreurs et puis finalement, c'est assez complexe parce que tu achètes un produit en Asie, il faut dire à ton fournisseur de mettre certaines étiquettes, certains labels sur les produits. Puis ensuite, le stock, il transite pas par chez toi. Il faut demander à ton fournisseur de l'envoyer à l'entrepôt Amazon. Pareil, ça nécessite certaines étapes dans la logistique. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont un peu difficiles à prendre en main. Et si tu l'as jamais fait, bah, c'est relou. Enfin, faut vraiment partir à l'aventure, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai vu ma plus-value. C'est-à-dire me dire, ok, moi, je vais expliquer comment on fait aux gens vraiment étape par étape, comme ça, pour tout. Alors, si t'es un peu débrouillard, si t'es un petit peu aventurier, si t'es un petit peu, bah, c'est un peu comme la plupart des formations en fait. Si t'es prêt à passer 3 semaines à faire tes recherches quand même, en général, il y a, tu vas retrouver les mêmes ressources que ce que tu as dans la formation. La formation, c'est juste un condensé, vraiment. C'est une synthèse en fait de 3 semaines, un mois, 6 mois, un an de recherche, peu importe. Mais c'est qu'une synthèse finalement de recherche, de choses que tu aurais finalement trouvées par tes propres moyens, quoi. Donc c'était surtout Je pense là-dessus que je me positionnais. pas qu'une synthèse, t'as aussi le côté, tu vois, comme tu dis, l'interface elle est complexe. Toi, c'est un problème que tu trouvais et tu t'es dit bon bah je vais simplifier les explications. Pour moi, c'est ça en fait qui fait aussi la plus-value parfois, c'est que quand tu fais une formation, pour moi, c'est le prisme que toi t'amènes en te disant bah tiens moi ce que j'ai trouvé compliqué quand je cherchais tout seul c'était ça. Mais en fait, t'arrives à l'expliquer parce qu'en fait sinon, ce qui se passe c'est que bien évidemment c'est aussi un agrégat, mais quand c'est que un agrégat parfois la personne elle comprend quand même pas, tu vois. Si tout ce que tu fais c'est un agrégat, tu vois, c'est tout. Donc c'est une synthèse, mais je trouve avec aussi la touche personnelle de voilà comment moi j'ai compris le truc, plus potentiellement les problèmes que toi tu as rencontrés auxquels tu as trouvé des solutions, tu les donnes. Et en fait, ces solutions-là, tu les as que trouvées parce que tu as exécuté Ouais, les choses donc toi. t'as été face au problème. Oui, tu as été face au problème, tu vois. Ok, et du coup, ça, tu lances la formation. Alors, Ouais, si on parle un peu chiffres, combien tu avais réussi à générer au total? Enfin, en fait, avec tout ce que tu as, on va dire, ouais, donc tu as fait du Amazon FBA, après tu es allé vers d'autres choses, on parlera de ça tout à l'heure, mais ouais. en global, là, en e-commerce, tu as réussi à générer combien, tu dirais, depuis 2016 où tu as commencé? Euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais on faisait à peu près 400 000 euros de chiffre d'affaires par an de, Ok. de 2017 à 2021. Donc pendant 4 ans. Ok, de 2007 à Et 2021, à peu près 400 000 ouais, par an, ouais. ouais. Donc là-dessus, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Alors après, en revenu pur, sachant qu'on était deux, donc du coup j'étais associé avec mon cousin dont j'ai parlé un peu plus tôt. Je sais pas, ça devait faire dans les 5-6 000 euros par mois à peu près, net. Concrètement, donc là, toi, tu commences par Amazon FBA, tu lances une Ouais, formation, ensuite, tu t'associes avec ton cousin, vous faites d'autres produits en Amazon et parfois même en e-commerce tout court. Au bout d'un moment, tu t'es lancé mm, avec Shopify, PrestaShop, ce genre de choses. Donc, avec vos propres e-commerce, etc. Tu as notamment trouvé un produit qu'on va pas citer puisque c'est un produit de niche que tu vas peut-être refaire, mais qui marchait plutôt bien où tu gardais les stocks chez toi. Un produit basé sur euh, comment je pourrais dire, un produit imprimable. Voilà, on va dire ça comme ça. Un produit imprimable où tu avais trouvé un besoin, c'est un truc que tu pouvais facilement imprimer et revendre, tu faisais les stocks chez toi. Ça, par exemple, comment t'es tombé sur cette idée sans révéler le produit? Comment t'es un peu tombé sur comment tu trouvais tes idées de produits à vendre en fait, tout simplement au final. le sourcing, c'est un travail à part entière. D'ailleurs, si je devais résumer mes qualités et mes compétences aujourd'hui, je dirais que ça se résume essentiellement à ça, tu vois. Être capable de trouver des nouvelles idées, de nouveaux produits. Donc pour ça, bah, il faut être très ouvert, beaucoup de veille, beaucoup de pas mal regarder ce qui se passe à l'étranger. Ok, dans tel pays, il y a tel truc qui marche. Est-ce que ça existe en France ou pas? Est-ce que le marché est saturé ou pas? Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai toujours travaillé et ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'on avance. Je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge ou si c'est parce que il y a de plus en plus de compétition de manière générale.
Après, je sais que la France, je sais pas ce que toi t'en penses d'ailleurs. La France, je trouve qu'on est un pays dans lequel il y a beaucoup de compétition entrepreneuriale malgré euh, le fait qu'on est le pays le plus imposé au monde pour les entreprises. On a en Europe, je pense qu'on est le pays le plus dynamique sur le plan des petites entreprises. Et enfin, moi, je vois dans certains domaines, j'ai une idée, je me dis tiens, est-ce que en France il y a déjà quelqu'un qui fait ça? Bah ouais, je vois que c'est déjà pris, tu vois. Alors que si tu vas voir en Espagne, en Allemagne, dans les pays comme ça, c'est pas trop le cas, je trouve. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense que, en fait, depuis le statut auto-entrepreneur, effectivement, tu as eu un boom de petits entrepreneurs, du coup, de par la simplicité du statut, en fait. De par la simplicité du statut et du fait que certaines tendances aux États-Unis ont commencé à émerger en France assez vite. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du dropshipping, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, il y a d'autres tendances qui sont venues. Et en fait, je trouve que les tendances arrivent à venir en France de plus en plus vite. Et tu as des acteurs qui arrivent à être de plus en plus efficaces et pertinents là-dessus et qui ensuite lancent des formations. Et du coup, forcément, plus une formation se lance vite sur un sujet, plus en fait, tu as de gens qui vont se mettre à potentiellement devenir acteurs de ce sujet ou de cette industrie. Et vu que depuis 2009, le statut auto-entrepreneur il a été créé en 2009, en fait, depuis ce statut, j'ai l'impression vraiment que ça permet aux gens de se lancer tellement facilement que tu as plus de compétition, effectivement, de petites compétitions, comme tu dis. C'est sur les petites choses. Et clairement, il y a une grosse différence on va dire, la Norvège, l'Espagne, etc. Et cette différence, je pense qu'elle est aussi elle est aussi presque, comment je pourrais dire, elle est sociétale. Moi, mon avis, c'est qu'en France, certaines personnes, ils n'ont pas le choix que de hustle pour se sortir, là où dans d'autres pays, moins, tu vois. Par exemple, je vais prendre la Norvège parce que je connais un peu plus. L'Espagne, je connais moins, donc je pourrais pas dire, mais la Norvège, par exemple, eh ben, ils ont ce truc où, même avec pas grand-chose, ils vivent bien. Et en fait, l'État, sans vouloir rentrer trop dans la politique, mais la Norvège, c'est un pays qui est hyper imposé. Pour autant, l'État, il gère bien l'argent. Et en fait, en Norvège, même des gens qui gagnent pas tant que ça, ils ont quand même une bonne qualité de vie. Là où, en France, c'est très aléatoire. Tu vois, en France, tu as des gens qui gagnent pas grand-chose, qui peuvent avoir une très bonne qualité de vie s'ils sont dans la bonne ville ou dans le bon endroit. Et tu en as d'autres, au contraire, qui vont gagner peut-être la même chose, mais qui sont pas dans la bonne ville et qui vont avoir vraiment entre guillemets, une sale vie et qui n'ont pas le même contexte aussi, peut-être des enfants, des machins, etc. En fait, il y a plein de choses. Tu vois, je vais donner un exemple que je pense beaucoup de gens qui habitent en France connaissent, mais 10 personnes qui ont pas d'argent, ils sont pas mis au même niveau quand ils demandent un logement social. Ce qui fait que tu as une disparité chez les gens qui même à même niveau de revenu qui est compliqué. En Norvège, beaucoup moins. Ce truc que je viens de dire, en Norvège, il est beaucoup moins vrai. Tu vois. Et en fait, ça fait qu'en France, je pense qu'il y a beaucoup de hustlers. Et depuis le statut auto-entrepreneur, je pense que tu en as encore plus que le vivier qu'il y avait à la base, en fait. Tu vois. Et Mais du coup, voilà mais un du petit coup, peu mon avis dessus. c'est assez inspirant pour les jeunes entrepreneurs français parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai un e-commerce en Allemagne. Enfin, je le gère depuis la France, mais ma, ma, comment dire, ma clientèle est allemande. Et en fait, bah, je suis tranquille parce que j'ai peu de compétiteurs. Enfin, voire même aucun compétiteur. Et du coup, c'est un vrai levier C'est pour les fini. Avec entrepreneurs cette phrase, français. maintenant, c'est fini, là. Avec cette phrase, c'est fini. On en manque plein maintenant. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que, il suffit pour un entrepreneur français, pour se lancer, peut-être juste de traduire ton site en allemand. C'est ok, d'accord, c'est pas à la portée de tout le monde, mais pour 200 €, 300 €, tu le traduis ton site, tu vois. Récemment, j'ai traduit un de mes sites en norvégien, ça m'a coûté 290 ou 300 €. Tu vois, c'est pas incroyable. Et ça t'ouvre un marché sur lequel, en fait, comme tu le dis, structurellement, tu vas avoir aucun compétiteur parce que dans le pays en question, c'est pas rentable de faire cette activité-là parce qu'il n'y a pas le statut micro-entrepreneur, genre de truc. Donc en fait, c'est des choses auxquelles les wannabe entrepreneurs passent pas forcément. Des fois, ça sert à rien. Enfin, des fois, c'est peut-être plus simple de se dire, ok, je vais prendre un truc qui fonctionne en France et je vais le faire dans le pays d'à côté où il n'y a pas de compétition, il n'y a rien, plutôt que d'essayer de faire un truc en France où il y a déjà 50 000 personnes qui sont dessus. Qui le font. En fait, tu dis un truc intéressant, mais que je pense. En fait, tu dis un truc intéressant, mais qui est vrai dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui se disent pas à quel point ça peut être simple, entre guillemets. Alors, je dis pas facile, juste je dis simple. C'est-à-dire que le principe de base est simple, de prendre un produit qui marche en France et de viser un autre pays. Il y en a beaucoup qui même n'y pensent pas, tu vois. Alors que clairement, il y a un vrai vivier. Et ça, c'est simple, c'est là, il y a cet extrême-là. Mais tu as aussi l'autre extrémité. C'est certains qui vont se dire, ah bah en fait, c'est simple. Mais en fait, ils vont confondre le mot simple avec facile et vont vouloir le faire. Mais en fait, il y a plein de choses auxquelles ils vont pas penser.
C'est-à-dire que traduire le site, c'est une chose. Je suis d'accord avec toi. Ça dépend des produits que tu vends. Il y a des fois où juste traduire un peu le site et t'as des produits où il y a très peu de SAV, ça suffit. Mais après, t'en as d'autres où, justement, au contraire, il y a beaucoup de SAV. Et là, c'est pas que le site qu'il faut traduire. Il faut avoir quelqu'un pour gérer le SAV Ouais, en question. mais Parce c'est que ce que je suis en quand train le site, il est en norvégien, tu vois. c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a des activités qui sont assez simples en France. Je sais pas, je te donne un exemple. Tu vends des perles pour faire des bracelets. Et ok, tu vas pas faire des milliers des cents avec ça, on est d'accord. Mais tu vas peut-être générer ton 1500 ou 2000 € par mois. Sauf que 1500 ou 2000 € par mois quand tu es au statut micro-entreprise, ça passe. Mais si tu es en statut société, comme ça peut être le cas pour un Norvégien ou un Allemand, bah, ça passe pas, tu vois. Tu génères pas assez d'argent pour réussir à payer la TVA, tous les frais. Parce que rien que ça, tu vois, en Allemagne, la TVA, c'est 21%. Ouais, c'est 21%. Si t'es en micro-entreprise en France, si en France, si t'es en France en micro-entreprise et que tu fais 2000 € ou 3000 € de vente par mois, t'es en dessous des seuils de TVA à déclarer pour une micro-entreprise en vente de biens et services. Donc tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc du coup, pour un site où tu vends des perles, t'as pas besoin de 50 000 traductions, t'as pas besoin d'un SAV comme si t'avais un SaaS. Donc ça peut se faire. Et franchement, moi, mon SAV, c'est ChatGPT et le site traduit en allemand pour 300 € quoi. Et ça va vraiment pas plus loin que ça, hein. Ouais, clairement, aujourd'hui, avec l'IA, parce qu'il y a un truc que dans ma réflexion de tout à l'heure, j'ai pas mis l'IA en compte, mais parce que je parlais du cas général. Le cas général, c'est que tu as autant des gens qui surestiment le travail, mais tu as aussi beaucoup de gens qui vont le sous-estimer. C'est pour ça que je mettais un petit holà de ça dépend aussi du pays, du produit, pardon, que tu fais, en fait. Mais maintenant, c'est clair qu'avec l'IA, même pour des produits où tu as un SAV peut-être un peu plus complexe, ça peut être très, très, quand même facile de le faire parce que l'IA simplifie beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Surtout, plus l'IA va avancer, plus tu pourras créer des agents IA. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il faut que tu ailles encore à la main traduire les trucs et tout. Demain, pour les gens qui seront les plus techniques ou qui vont s'y mettre comme il faut, ils pourront créer, tu vois, dans des chats de SAV ou dans leur système de mail, un truc qui lit les mails automatiquement, qui prépare des réponses et qui fait que leur envoyer des notifs s'il y a un truc un peu alarmant, tu vois. Et donc, tu auras des trucs un peu qui tournent en automatique, si je puis dire, tant qu'il n'y a pas d'action humaine, tant qu'on est que sur de la discussion et du bon sens à dire aux clients. Je pense que clairement, tu as des choses incroyables qui vont se mettre. Par exemple, il y a Crisp, qui est moi un outil que j'utilise pour gérer, pour mettre un chat sur les sites, etc., pour gérer du SAV. Crisp, ils ont sorti une nouvelle version il y a pas longtemps où ils intègrent encore plus l'IA qu'avant. Et clairement, alors j'ai pas testé les nouvelles fonctionnalités, mais clairement ils vont aller dans ce sens-là, dans le sens où bientôt le chat, il aura même pas besoin de toi derrière le chat pour répondre aux gens. Le chat, il sera autonome et il pourra peut-être même faire performer certaines actions, etc. Donc clairement, il y a un truc à faire. Donc ok, toi, c'est le sourcing, faire de la veille et être à l'affût en fait de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as eu une idée où donc tu as fait beaucoup de logiciels, puis après t'as fait beaucoup de e-commerce pardon, puis après tu t'es lancé dans le logiciel grâce à une rencontre ultime que tu as faite. Cette rencontre ultime, c'est avec moi, l'unique, le seul et l'unique, le dev ultime. Pour remettre un Exactement. peu dans le contexte, donc on est en 2019. En 2019, moi, à ce moment-là, ça fait des années que je suis développeur en freelance. Et en 2019, c'est l'année où je commence, enfin, fin 2018, j'ai commencé à lancer d'autres business que le développement. Fin 2018, moi, j'avais lancé du e-commerce aussi avec une marque de vêtements en POD, en print on demand. Donc, c'est un peu l'équivalent, on va dire, du dropshipping, mais avec les vêtements. C'est-à-dire que moi, je voulais lancer une marque. Je voulais pas acheter de stock pour ma marque. Donc, j'ai trouvé des imprimeurs en France qui peuvent aussi gérer, qui peuvent gérer la logistique pour moi quand j'en ai besoin. Et donc, quand j'avais des ventes de mon t-shirt que j'avais designé, etc., j'appelais mon imprimeur, il faisait tout ça. Donc, moi, j'avais commencé un peu avec ça en side business. Je faisais des formations aussi où j'apprenais aux gens à se lancer en tant que freelance parce que je faisais déjà beaucoup de cours en école, beaucoup d'interventions dans les facs, dans des écoles sup, etc. et en entreprise. Donc, j'avais commencé un peu ces deux business-là fin 2018. Et début 2019, à ce moment-là, je lance mon organisme de formation pour faire des formations en entreprise. Et en même temps, je commence à être digital nomade. Donc pendant ce petit tour de 2019, je rencontre ton fameux cousin, euh, que je le rencontre sur Instagram. On se rencontre sur Instagram grâce à des photos de digital nomade, etc. Puis moi, en 2019, pendant mon tour de digital nomade, je vais en Corée du Sud. Lui, il me rejoint en Corée du Sud, on passe un bon moment, on devient potes, etc. Et donc, fast forward, fin 2019, moi, je lance, en plus des formations d'entreprise, je lance une formation de reconversion pour les gens qui veulent devenir développeurs
en tant que salarié, principalement. Et pendant que je mets en place tout ça, je loue une salle, je mets des gros investissements, je fais des salons. Et je devais faire une formation à la base e-commerce en entreprise. Et pour ça, j'avais besoin de ton cousin qui était pas dispo pour faire l'intervention. Et au final, il me met en relation avec toi. Et donc, on s'était vu pour ça. On s'était vu à un salon, on s'était vu à un salon que j'animais. Et t'es venu au salon. Et on parlait un peu voilà, de tout et de rien. C'est là que tu m'as proposé ton premier projet logiciel que tu voulais tenter. Et tu me dis, écoute, Ariel, toi, t'es développeur. Combien de temps tu penses qu'il faut pour faire un logiciel qui lit certaines données qui sont dans un zip? Donc, t'avais un zip, t'avais trouvé un site où on pouvait récolter certaines données RGPD de ce zip. Et dedans, dans ce zip, il y avait des fichiers que les gens normaux, enfin des gens lambda n'arrivent pas à lire, des gens qui sont pas développeurs. Donc, il y avait des fichiers JSON, en fait. Et dans un certain format. Il fallait un peu lire ces données et faire une belle interface pour les afficher correctement. Donc, tu te demandes combien de temps ça me prendrait de le faire. Moi, je te dis, je peux le faire en 4-5 heures, etc. Toi, t'étais un peu dubitatif, on en parle un peu. Au final, je rentre chez moi, etc. Je fais le truc. Et on fait un petit proto. Et on fait un proto finalisé, propre, clean. Je le fais en à peu près 3 jours. On lance ce logiciel. Marketingment parlant, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, tu lances des pubs, Google Ads, sur les mots-clés qui font que les gens recherchent ça. Donc, en gros, disons que ce fichier, c'est un zip et les gens tapaient comment trouver le zip ou comment lire le zip Intel. Donc, toi, tu avais fait des pubs sur ce mot-clé-là. Et on avait fait 2 vidéos YouTube. Une vidéo YouTube en français que tu as tourné. Et ensuite, on a payé un mec sur Fiverr pour faire l'audio en anglais, le voice-over en anglais. Donc, il y avait 2 vidéos YouTube basées sur, pareil, les mots-clés en SEO et des pubs, Google Ads. On lance le truc, ça commence à marcher, performer. Et au final, on t'arrête les pubs au bout de, je sais pas, une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Parce que tu te rends compte que en naturel, avec YouTube, ça marche. Donc, on laisse ça. Et en 2 ans, après à peu près 2 ans, on fait plus de 70 000 euros avec environ 32 000, 33 000 sur Stripe et le reste sur PayPal. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette expérience? Comment tu avais un peu trouvé l'idée de ce truc? Parce qu'après, tu as fait d'autres choses. Tu as aussi le chat YouTube avec lequel tu gagnes de l'argent, mais ça, on en reviendra après. Comment tu t'as trouvé cette idée et pourquoi tu t'as voulu te lancer un peu dans le logiciel comme ça? Ouais, en fait, c'est un peu relié. Les deux sont un peu reliés, c'est parce que donc fin 2018, je commence une petite chaîne YouTube, mais sans prétention, tu vois, un peu faceless et tout. Et début 2019, ma chaîne est monétisée. Donc, tu vois, ça a mis du temps. J'ai mis 1 an pour atteindre la monétisation, donc ça veut dire que ça va pas marché super fort. Mais courant 2019, voilà, je vois les revenus qui commencent à monter, tu vois, petit à petit, 30, 40, 50 euros par mois, tu vois, je suis content. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'augmenter un peu plus ces revenus? Et donc, je cherche des idées de vidéos, toujours un peu pareil dans ce délire de sourcing. Je vais voir un peu ce qui se fait à droite à gauche dans le monde. Je cherche des idées de vidéos que je peux faire qui peut aider qui peut aider les utilisateurs. Je suis pas du tout dans des vidéos divertissantes, vraiment dans les vidéos style un peu tutoriel. Et, et là, je tombe sur un Américain qui fait donc a pas mal de vues sur sa vidéo, tu vois, il doit avoir 300 000 ou 400 000 vues, donc je me dis ouais, ça c'est bien, tu vois, j'aimerais bien faire des vidéos comme ça, puis ça a l'air simple. Euh, donc il fait son tutoriel, donc en gros, il est avec son téléphone et puis il fait un screen recording du téléphone et c'est tout, tu vois, ça s'arrête là, ça va pas plus loin qu'un screen recording, carrément faisable. Et en fait, ce qu'il est en train de faire justement, c'est d'aller chercher ce fameux fichier RGPD dans sa vidéo. Et il coupe la vidéo au moment où il télécharge le fichier au format zip sur son téléphone. Sous-entendu, bah, je vous ai montré comment faire pour récupérer le fichier, et maintenant, bah, il suffit juste de l'ouvrir sur votre téléphone et c'est bon, vous avez accès à vos données. Donc moi, je refais pareil, tu vois, je me dis, bah, je vais refaire la même vidéo, mais en français, c'est génial. Je fais tout pareil comme lui, donc je fais mon screen recording, et puis là, j'arrive au moment où je vais ouvrir le fichier, et je me rends compte qu'en fait, mon téléphone ne peut pas lire ce fichier. Ce format zip, il ne le lit pas. Et quand bien même il pourrait le lire, c'est JSON, que c'est illisible, c'est impossible Ouais. de correctement récupérer la donnée. Et là, je me dis, non, mais attends, son truc, il fonctionne pas, là. Et je me dis, mais est-ce qu'on pourrait pas créer une interface, un petit logiciel qui permet justement qui permet de faire cette dernière étape, quoi. Et c'est comme ça que j'ai cette idée et que je suis venu te voir. Donc à la base, c'est pas du tout une idée de logiciel ou ouais, de SaaS. Moi, à la base, c'est juste de faire de créer du contenu pour YouTube. Ouais, à la base, tu t'es vraiment dit, je veux faire une vidéo où je peux montrer aux gens comment y arriver. Donc, si en fait, tu avais trouvé un logiciel tiers qui le faisait déjà et tu avais trouvé un truc, une façon de le faire, juste tu l'aurais fait, mais en mode vidéo, quoi, pour que ça génère des vues et pour être monétisé, pour gagner de l'argent grâce à la monétisation, quoi.
Et c'est juste que là, au final, il y a eu l'opportunité avec moi. Et en plus de faire une vidéo qui a d'ailleurs rapporté des vues, parce que la vidéo la plus vue, elle était à quoi? À 2 millions de vues? Un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça, doit être dans les 2 millions. Ouais. Dans les 2 millions, il me semble, de tête. Donc 2 millions, celle en anglais, et celle en français, je sais plus combien, mais voilà, donc ça t'a rapporté des petites pépettes, cette vidéo-là. Et en plus de ça, bah, le logiciel marchait bien, on permettait aux gens de lire les données, et on faisait payer pour accéder au reste des données, et il y a eu pas mal de ventes. Et ok, et donc, si on reste un peu sur YouTube, toi, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? C'est à quel moment tu t'es dit, parce que YouTube, effectivement, on voyait plein de YouTubeurs, un peu les YouTubeurs et comédies, ce genre de choses qui gagnent de l'argent avec la monétisation, mais c'était un peu des trucs d'influenceurs. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es lancé dessus en te disant, ok, je pourrais me lancer dessus, mais sur du faceless, c'est-à-dire faire des vidéos sans montrer ton visage, mais qui ont un potentiel de vue intéressant et donc pour être payé par YouTube sur ces vidéos. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Alors, moi, au départ, YouTube, je suis un très, très gros consommateur de YouTube, déjà pour commencer. Donc, plus de gens qui sont des influenceurs, on va dire. Mais voilà, je regarde jamais la télévision. Je regarde, enfin, je suis quasiment. Il y a toujours une vidéo YouTube qui tourne chez moi en fond, tu vois, presque comme si j'écoutais la radio, quoi. Donc, je connais bien la plateforme. J'arrive bien à comprendre enfin, à l'époque en tout cas, ce que les gens voulaient, ce que les gens recherchaient, comment un peu l'algorithme fonctionnait, ce qu'ils mettaient en avant ou pas. Et puis j'ai cette appétence aussi pour la création de vidéos. J'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien faire de la photo aussi. Ça vient, je pense, de mes années en tant qu'étudiant en école d'art. Et du coup, bah, quand tu mets tout ça ensemble, bah, ça te donne envie un petit peu de faire des vidéos, de créer du contenu, tu vois. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Au départ, c'était vraiment par plaisir. C'était pas pour gagner de l'argent. C'était pas dans le but de faire un truc monétisé, faceless, etc. Les toutes premières vidéos que je fais, c'est des tutoriels vraiment très simples pour aider les gens dans leur quotidien. Donc c'est vraiment comme ça que ça démarre. Et puis après, au fur et à mesure, je vois l'opportunité, je vois les possibilités qu'il y a. Et c'est là que je me dis, OK, il y a peut-être un truc à faire. Et je vais creuser avec, cette fois-ci, plus un œil entrepreneurial, plus qu'un œil de passionné. Mais c'est un point sur lequel j'aimerais aussi avoir ton avis, peut-être. En tout cas, mettre une emphase là-dessus, c'est que je pense que quand tu veux te lancer dans une activité de création de contenu, c'est vraiment important d'aimer la plateforme, c'est vraiment important d'en être un utilisateur, presque d'être un défenseur de cette plateforme. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais tu vois, par exemple, si on prend TikTok, c'est pas une plateforme que j'affectionne particulièrement, et je me rends compte que toutes les tentatives que j'ai fait sur cette plateforme pour réussir à créer du contenu, bah ça va pas marcher. Et je pense que ça marche pas parce que je maîtrise pas la plateforme, enfin, j'arrive pas à avoir une compréhension très fine de comment l'algorithme fonctionne parce que je suis pas un utilisateur en fait de la plateforme. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je pense que de manière générale, en entrepreneuriat, si on prend au sens large, pour moi, tu as deux types d'entrepreneurs qui marchent bien et donc qui arrivent à entreprendre quelque chose. Tu as ceux qui sont juste de très très bons vendeurs. C'est-à-dire que c'est tellement des bons vendeurs dans l'âme qui peuvent vendre n'importe quoi, peu importe dans quoi ils entreprennent. Parce que leur kiff, c'est de vendre. Ce qui veut dire que peu importe ce qu'ils vendent, la passion de la vente est tellement forte qu'ils arrivent à rentrer là-dedans. Tu vois. Et quand je dis entreprendre, je parle vraiment au sens large. C'est-à-dire que ça rentre aussi dans le fait de créer des vidéos. C'est que pour moi, quelqu'un qui aime tellement vendre, même faire des vidéos sur une plateforme qu'il connaît pas ou la plateforme, elle n'intéresse pas plus que ça, la passion de vendre est tellement forte que créer des vidéos qui sont vendeuses, qui vendent, ça, il va y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et après, t'as les autres. Moi, par exemple, je me considère comme étant dans la deuxième partie. Et je pense que toi aussi, tu es peut-être un peu dans cette deuxième partie. C'est que c'est ceux qui sont passionnés par un truc, et comme ils sont très passionnés par ce truc, ils arrivent à entreprendre dans ce truc très facilement. Je mets des guillemets au mot facilement, mais voilà. Et ben en fait, effectivement, je pense que pour beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui sont pas de bons vendeurs, ça va passer par la passion. Et s'ils sont ni passionnés ni de bons vendeurs et qui tentent d'entreprendre dans un truc, en général, il y a beaucoup de chances que ça floppe, ce truc-là, en fait. Et donc, effectivement, je trouve qu'il faut être passionné. Donc, quand c'est de la création de contenu, par exemple, il faut être passionné soit par la création de contenu en général, soit par la plateforme, tu vois, en elle-même. Quand c'est, par exemple, en tant que développeur, tu vois, j'ai des gens, ils disent toujours comment trouver des idées, des trucs à développer. Et je leur dis, si tu cherches une idée, je leur donne des frameworks pour trouver des idées, mais souvent, je leur dis aussi que si on cherche une idée que pour chercher une idée, il y a de fortes chances que le projet ne marche pas, non pas parce que l'idée elle était pas bonne, mais parce que toi t'y croyais pas, en fait. Et si toi t'y crois pas parce que t'es pas passionné, bah il y a aussi de fortes chances que ça marche pas. Plus tu trouves une idée où en fait toi ça te concernait, c'est-à-dire que moi si on prend
tous les logiciels que j'ai lancés, qui ont marché, ou parfois même ils n'ont pas marché, mais si on prend ceux qui ont marché, c'est que des trucs où j'étais passionné, soit par le sujet, soit par le challenge. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le truc qu'on a fait ensemble, ce qui m'avait passionné, c'est deux choses. C'est un, le petit challenge de me dire c'est faisable de le faire sans faire de gros développement. C'est-à-dire que mon but, c'était de le faire vite pour passer à autre chose, pour pas mettre trop d'investissement dessus. Et le fait que toi, j'aimais beaucoup ton cousin, et donc te rendre service pour aussi rendre service à ton cousin, ça me passionnait en fait. C'était un vrai truc qui, moi, était important pour moi. Et donc ça m'avait vraiment fait kiffer dans le fait de le faire. C'est la raison foncière pour laquelle je l'ai fait, c'était ça. D'ailleurs, quand tu m'as proposé de faire ce logiciel-là, tu m'avais dit que tu me payes, que tu étais prêt à me payer et on fait 50-50. Et moi, je t'avais dit, il n'y a pas de souci, on fait juste 50-50. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Pour te prouver à quel point c'était pas l'argent qui m'intéressait, c'était le kiff de réussir ce challenge et de rendre service, entre guillemets, à un cercle d'amis que j'aime beaucoup, en fait. Et après, si on prend Teacheasy, qui est mon plus gros logiciel, Teacheasy, c'est un problème qui me concernait directement. Et je voulais régler ce problème. Et donc, j'étais passionné par le problème que j'allais régler. Et donc, voilà. Et je pense que plus tu es passionné par le problème que tu règles ou par le contexte, plus ça a de chances de marcher, effectivement. Je pense que beaucoup de gens qui font les choses que par appât du gain, certains y arrivent, hein, mais c'est une minorité de gens qui y arrivent. C'est les gens qui le font que par l'appât du gain ou par, tu vois, quand je dis appât du gain, c'est pas forcément que l'argent, mais par presque opportunité, mais ils y croient pas. Ouais. Opportunisme, Bah, moi, s'ils y croient pas, s'il y a clairement, pas j'en connais grand-chose, pas. tu vois. Moi, clairement, j'en connais pas. Qui ont réussi. Des personnes comme ça. Peut-être que toi, t'en de connais. personnes comme ça qui ont réussi ou de personnes comme ça tout court. Enfin, après, ça dépend ce que tu appelles réussir, mais dans mon entourage, il y a personne qui aime tellement la vente qu'il a réussi à faire du démarchage téléphonique, puis à passer sur Instagram et à faire péter un e-commerce sur Instagram, puis ensuite sur TikTok, puis tu vois, je connais personne qui a fait ça. Oui, moi je connais des gens qui sont très très bons, très bons vendeurs, et comme ils sont très bons vendeurs, comment dire, tu vois, si on prend Adam pour moi il fait partie de cela. Il y a des trucs quand même qu'il aime, c'est-à-dire que dans les trucs qu'il a fait et qu'il a réussi, il y a des trucs quand même où il est passionné par le sujet, mais il y a des choses où il n'est pas si passionné que ça, mais il a quand même réussi à les faire parce que c'est un tchatcheur. En fait, si tu veux, on va même le dire comme ça, c'est un tchatcheur. Il aime les trucs où il y a de la tchatch, où il aime aussi décortiquer les trucs. Il a ce côté un peu j'aime décortiquer, et donc il arrive parfois à décortiquer même des sujets. Voilà, ça marche pas pour absolument 100% des sujets, mais pour beaucoup de trucs, même des trucs où il n'avait pas tant d'intérêt que ça, à moins qu'il y ait un désalignement, c'est ça, à moins qu'il y ait un désalignement profond, parce que tu peux ne pas être passionné, mais quand même être aligné. Mais s'il y a et non-passion et désalignement, là non, je pense que je connais personne qui est totalement désaligné et pas passionné et ça marche quand même. Ça, je pense que j'en connais pas. Mais tu peux être aligné même si tu as zéro passion, c'est juste le fait d'être un bon vendeur, comme je dis, tu vois, on parlait de dropshipping. Lui, il a fait du dropshipping, notamment en Norvège, en plus. Et il a réussi sur des trucs où vraiment, les produits, mais il en avait, enfin, ils s'en foutaient complètement, tu vois. Ça le passionne. Il manque qu'une seule chose, c'est la politique maintenant. Là, bah, t'inquiète pas que ça va venir. Hein. Mais en gros, il y en a, quoi. J'en connais quelques-uns. Ouais, mais c'est une extrême minorité, quoi. C'est une extrême minorité. C'est une extrême minorité, ouais. Mais je dirais même que, tu vois, ceux qui veulent faire, tu vois, moi je connais des gens, ils ont tenté tous les trucs. Ils ont vu des vidéos devenir riches rapidement, et en plus après ils ont tenté tous les trucs. Trading, e-com, drop, machin. Et ils arrivaient à rien. Et en fait, souvent, c'est parce que ces gens-là, pour moi, ils voulaient le quick money. C'est-à-dire que ce qui les intéressait, c'était pas le processus, c'était pas apprendre un truc, c'était pas se dire, OK, là, je vais prendre des vraies compétences et je vais construire quelque chose. Non, eux, ce qui les intéressait, c'était l'argent rapide pour ensuite aller prendre des villas à Dubaï ou que sais-je. En fait, ça, je pense que, à moins d'être vraiment amoureux de l'argent, ça marche pas. Il y a des gens qui sont tellement amoureux de l'argent que ça peut marcher pour eux, tu vois. Ou d'avoir de la chance. Je pense et d'avoir de la chance aussi, je pense qu'un Yomi Denzel, je pense que c'est un mec un peu comme ça. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que Yomi, ça se voit un peu que c'est un mec amoureux de l'argent, tu vois. Je sais pas comment dire. Je l'imagine un peu chez lui en mode Picsou à regarder ses comptes et tout. Mais après, il a aussi une curiosité. Ça se voit qu'il a une curiosité sur autre chose. Mais je pense que lui, il aime vraiment avoir ce truc financier, d'avoir cette tu vois, après, on saura jamais à quel point il y a une partie personnage et une partie réelle, mais quand il raconte sa vie de son enfance et au fait qu'il vivait mal le fait d'être pauvre, j'y crois à ça. Et donc, il y a des gens, pour moi, qui sont dans ce truc-là ils ont tellement mal vécu être pauvres dans leur vie, qu'effectivement, l'argent, c'est un vrai amour qu'ils ont de l'argent, comme moyen, comme chose et comme moyen.
Mais après, il y en a d'autres où c'est pas le cas. Il y en a d'autres où, en fait, ils se disent je veux juste de l'argent vite par fantasme. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas un réel amour. C'est juste du fantasme. Et en fait, si tu fais que fantasmer sur ça, parce que tu dis, voilà, c'est comme les gens qui veulent juste des bêtes de meufs, etc., en se disant je veux des bêtes de meufs, alors au fond d'eux, ils veulent pas une bête de meuf. Au fond d'eux, ils veulent une meuf. Mais en fait, ils pensent qu'ils veulent une bête de meuf, donc en fait, il faut tout et n'importe quoi en tentant des techniques plus farfelues les unes que les autres, et ça marche jamais. Jusqu'au jour où ils comprennent ce qu'ils veulent vraiment, et quand ils savent ce qu'ils veulent vraiment, là, il y a déjà un peu plus de chances que ça marche, tu vois. Voilà. Bon, on va rendre des trucs un peu philosophiques, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Yes. Et alors, du coup, toi, tu as un peu tout fait. Tu as fait du logiciel avec moi. Donc, nous, on est associés principalement d'ailleurs sur des trucs logiciels. On a 2, 3 autres trucs aussi qu'on va tenter qui ne sont pas du logiciel, mais principalement, nous, on est sur du logiciel vu que toi, tu apportes l'aspect business, market. Moi, j'apporte l'aspect dev et ce que je connais de l'écosystème et ce genre de choses. Tu as fait du YouTube. Tu as fait donc, du YouTube faceless, où le but, c'est de faire des vidéos sur des mots-clés et de toucher de la rémunération. Tu as fait du e-commerce de 2 façons différentes, avec du drop et avec de la logistique, comment dire. En fait, tu as fait les trois d'ailleurs. Classique. Tu as fait des choses avec du stock chez toi, du classique avec du stock chez toi, du stock chez un tiers, et tu as fait du drop. Donc, tu as vraiment fait les trois en plus. Tu as fait toute la chaîne de e-commerce. Il reste plus qu'à ouvrir une petite boutique sur Paris, dans le 8e arrondissement pour vendre des diamants et on est bon. Ah, des burgers, des burgers. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi un peu en tout cas, t'es à l'aise, t'es à l'aise, t'as même acheté une maison cash en partie grâce à tout l'argent que t'as généré en entrepreneuriat. C'est-à-dire que t'as pu acheter une maison sans crédit, t'as pu acheter t'as pu ramener une petite voiture de l'étranger plutôt sympathique. Euh, on peut dire que t'as bien réussi avec l'argent, mais jamais en poussant trop les choses. Toi, t'es un peu un adepte de la slow life, c'est-à-dire de pas pour moi, toi, tu as un potentiel. Tu fais partie des gens qui sont à côté de moi, qui sont proches de moi, euh, où je considère qu'ils exploitent pas totalement leur potentiel. Mais toi, c'est pas trop par flemmardise. Toi, il y a un petit côté où je considère que tu es un peu un flemmard quand même. Il y a peut-être 20% de flemmardise que je considère. Mais il y a 80% où je trouve c'est juste aussi, t'as pas envie de trop pousser les choses. C'est 80% de vraiment, t'es un adepte de ce truc de prendre ton temps. Tu vois, de profiter, euh, je dirais presque profiter de l'instant présent, si on pourrait dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, justement, sur cette philosophie? Bah, ça se résume en une phrase anglaise, more money, more problem. En fait, euh, un exemple simple aujourd'hui, je pourrais tenter de grossir davantage mes e-commerce. Ça voudrait dire recruter. Hors de question. Je recruterai pas en France. C'est trop compliqué. Ça m'amène vers trop de prise de tête administrative. Le management, c'est un métier à part entière. Donc, je préfère restreindre ma croissance plutôt que de faire ce choix de recrutement. Alors après, tu vas me dire, c'est quand même triste d'en arriver là, de se dire que je vais impacter la croissance de mon entreprise pour des questions administratives, etc. Mais après, j'ai envie de dire, on joue avec les règles que l'on a dans le pays dans lequel on est, quoi. Donc les règles en France, elles sont comme ça. Bah du coup, je joue avec ces règles. Mais globalement, oui, il y a une part peut-être effectivement de flemmardise. En tout cas, il y a une part j'ai eu un aperçu de ce qui se passait quand ton travail commençait à impacter ta vie personnelle avec ce fameux burn-out que j'ai eu en banque. Et je veux plus revivre ça en fait. Je veux plus en arriver au point où mon métier a un impact sur ma santé. Et pour moi, vraiment aller, comme tu le disais, pousser mon potentiel à fond au maximum, ça voudrait dire peut-être se remettre dans cette situation-là. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense que c'est pas obligatoire. Je pense que, alors, mon avis sur la question pourrait être vraiment concret, parce que C'est c'est un quoi, par sujet exemple, t'as qui revient assez recruté? souvent. Ouais, moi, par exemple, j'ai recruté, etc. C'est pas forcément un truc que j'aime faire, et d'ailleurs, c'est mon associé qui gère ça, parce que j'ai su m'associer, parce que je sais que moi, personnellement, gérer des équipes, c'est pas mon truc, tu vois. Si je faisais des projets tout seul, je sais que je les maintiendrais. Il y a beaucoup de projets que j'ai jamais scalé parce que je suis comme toi, j'ai pas envie de recruter, j'ai pas envie de trucs, mais et ça, je trouve que c'est pas grave entre guillemets, ça fait partie aussi. Il faut accepter que pour arriver à un certain stade de bonheur, il y a des choses qu'on veut pas faire, tu vois. Il y a des choses qui vraiment impactent notre bonheur, mais il y a des choses qu'on fait pas par flemmardise. Et moi, je sépare un peu les deux. Et je trouve que enfin, là, ce que tu as dit, par exemple, sur le fait d'embaucher et tout, mais ça, je comprends totalement à 100%, tu vois. En fait, mais pour répondre à ta question sur la partie burn-out,
ou le fait de se remettre dans ce truc. Moi, je pense pas qu'il y ait besoin de s'essouffler, de se vider de son énergie pour scaler des choses, pour avancer des choses. Je pense pas. Mais je pense que c'est vrai uniquement quand on a déjà un business un peu qui tourne et qu'on a eu certains acquis business. Et je considère que toi et moi, on est dans ce stade-là, tu vois. Alors que par exemple, quelqu'un qui débute, qui entreprend quelque chose de nouveau, je pense pas que tu peux y arriver en faisant ce qu'on appelle souvent le work-life balance, tu vois. Avoir un équilibre vie pro, vie perso. C'est pas moi personnellement, c'est que mon avis, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui me prouvent que j'ai raison, je pense que c'est pas possible. Et là, je vais prendre quelque chose qui n'est pas business pour démontrer ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui veut changer de métier et il y va à la cool, bah pour moi, il va soit pas y arriver, soit il va mettre beaucoup de temps. Et en fait, s'il le faisait à la base par désalignement, parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait, il n'y a pas de souci. Il va prendre, s'il prend 6 ans à le faire, c'est pas grave. Parce qu'il a les moyens de se permettre de prendre 6 ans. Mais quelqu'un qui est dans une situation où il se dit, là, je dois me reconvertir là, en tant que développeur ou dans la banque ou peu importe, j'ai que 2 ans pour le faire, mais j'y vais à la cool. Non, mais il y a de fortes chances, à moins que tu aies des facilités, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Parce qu'en fait, t'es au début, en fait. Tu as des acquis que t'as pas encore et c'est compliqué. Et pour moi, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat côté business. C'est que quelqu'un qui veut lancer un business pour la première fois et il se dit, bah non, j'ai pas envie de me, euh, de me donner à fond parce que je vais finir en burn-out, etc. Le burn-out, ça vient pas en vrai de se mettre à fond ou pas à fond. Ça vient, comme tu l'as toi-même dit tout à l'heure, tu as dit, des trucs que tu as fait au travail commençaient à impacter ta vie personnelle, et notamment t'expliquais qu'au travail, tu te mettais à faire des choses à contre-cœur. C'est ça qui crée des burn-out. C'est le désalignement, en fait. C'est un désalignement qui est trop grand où tu persistes dans ce désalignement, pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que faire un truc à contre-cœur une fois, ça crée une petite fissure, mais faire un truc à contre-cœur obstinément, de manière obstinée, à fond, ça casse l'assiette, tu vois. Et c'est pour moi, c'est ça qui crée le burn-out. C'est pas le fait de faire beaucoup de choses et se donner à fond. C'est le fait de faire beaucoup de choses en étant désaligné, tu vois. Et en ce sens, je trouve que quand on a déjà eu des expériences, on peut se permettre de faire les choses à la cool, tu vois, et avoir quand même des chances que ça marche, parce que c'est-à-dire que on connaît assez des choses pour faire la loi de Pareto et se concentrer sur les 20% de choses qui apportent les 80% de résultats. Sauf qu'en fait, quand tu débutes, tu sais pas faire ça. Factuellement, t'as pas les acquis pour le faire. Donc en fait, tu es obligé de mettre du 100%, voire parfois un peu plus, parce que ce cheminement-là, il fait partie du process, je trouve. Tu vois. C'est pour aujourd'hui, si je devais relancer un logiciel, je pourrais le relancer entre guillemets à la cool, c'est-à-dire sans trop me donner, mais parce que je suis passé par ça avec Teacheasy. Je serais pas passé par ça avec Teacheasy ou même avec d'autres projets, je pourrais pas faire ça parce que je ne saurais pas les bonnes actions à faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Ok, du coup, t'as fait du YouTube, t'as fait du e-commerce, t'as fait des logiciels. Là, c'est quoi tes projets là pour la suite? C'est quoi tes projets pour la suite un peu en termes d'entrepreneurial, même au niveau perso? T'es en France, est-ce que tu comptes déménager? Est-ce que tu comptes lancer un nouveau business dans une autre catégorie que tous ceux que je viens de dire? C'est quoi les projets pour la suite? Oui, j'ai quelques petits projets e-commerce toujours un peu dans les tuyaux, on va dire. En ce moment, je suis en train de développer une deuxième chaîne YouTube, un peu plus axée pour le coup sur du divertissement, on va dire ça comme ça. Et puis à titre personnel, en ce moment, je suis là, c'est vraiment très très chaud, mais je suis à fond là sur les cryptos parce que je sais pas si tu es au courant, mais le Bitcoin est en train de s'envoler. Et bah, je suis très content parce que là, ce week-end, j'ai pris à peu près 14 000 euros. Donc ça met le sourire. Et j'espère que ça va continuer à très court terme. Du coup, là, les 14 000 euros, c'est avec le Bitcoin ou avec autre chose? Non, c'est avec les Dogecoin. Donc là, t'as pris 14 000 euros avec le Dogecoin en un week-end. C'est ça. Et Ah, magnifique, bon, magnifique. je me mords un peu les doigts parce que, bref, j'ai fait des mauvais choix, comme je pense beaucoup de gens dans les cryptos. À un moment donné, j'avais une certaine quantité de Dogecoin. J'ai fait des mauvais trades, des mauvaises décisions. Et aujourd'hui, il me reste à peu près un tiers de la somme que j'avais au départ. Donc, si on le voit comme ça, je suis un peu deg. C'est-à-dire que là, je te dis que j'ai fait 14 000 euros pendant le week-end, mais si j'avais rien touché, si j'avais rien fait, ça aurait été x3. Bon, voilà, j'ai fait ces erreurs-là. C'est quand même mieux que rien, on va dire. Et ce sera peut-être l'occasion de faire un autre podcast et une autre vidéo sur comment j'ai fait pour avoir ces cryptos, parce que
Bon, il y a une partie de chance évidemment, mais je pense qu'il y a des choses à tirer aussi d'un point de vue entrepreneurial et en termes de prise d'initiative et d'aventure entrepreneuriale de manière générale. De toute façon, souvent on dit que les gens, en fait, on dit souvent que ce qui sépare un fou d'un génie, c'est d'avoir raison. Tu vois, t'es fou jusqu'à ce que t'aies raison une seule fois, et là on dit en fait c'était un génie. C'est toujours comme ça. Et donc c'est clairement, c'est un sujet dont on pourrait parler dans un podcast entier. Mais mec, moi aussi j'ai eu des cas comme ça un peu où je faisais des choses. Et d'ailleurs c'est un peu ce que t'as eu pour l'entrepreneuriat avec le e-commerce, quand tout le monde disait t'es fou de quitter la banque, etc. Jusqu'au moment où ça marche. Et là on se dit en fait ok, il avait pas si tort que ça, quoi. Et c'est un peu comme ça pour beaucoup de choses dans la vie, en fait. Et parfois il faut savoir s'écouter. Parfois ça marche, parfois non. Mais au moins quand ça marche pas, quand on était en accord avec soi-même, je trouve qu'on regrette rien, tu vois. C'est ce que je disais dans le podcast avec Sébastien, mon associé sur Teach Easy. Il a dû faire des choix de famille pour pouvoir faire Teach Easy. Et je lui avais posé la question, si Teach Easy avait pas marché, est-ce qu'il aurait regretté tout ça? Il m'a dit, non, il y a rien à regretter. Si tu le fais, tu es en accord avec toi-même, ça marche, c'est magnifique. Tous les voyants sont ouverts, c'est beau. Ça marche pas, bah c'est toujours mieux que de ne pas le faire, mais de regretter, de penser constamment au fait de ne pas l'avoir fait. Parce que parfois, c'est ça l'option inverse qui se passe, c'est que tu te dis, t'as vraiment envie de faire un truc, tu le fais pas par peur ou autre, et au final, tu passes peut-être 1, voire 2, voire 3, voire pour certains 10 ans à faire que y penser, et ça te gâche plus la vie que d'avoir tenté le truc et d'avoir raté, tu vois. Et donc, je pense que clairement, tant qu'on est en accord avec soi-même, ça passe. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont encore en train de regarder le podcast, si ça vous intéresse qu'on fasse une émission un peu plus dédiée à ce sujet, notamment de la crypto, mais de manière générale de la prise d'initiative, écrivez-les dans les commentaires. Et je pense qu'Ariel sera d'accord pour faire une émission sur ce sujet. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on parle d'autres choses plus précises. Là, l'idée, c'était un peu de voir Mathieu, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il a fait avant, comment il s'est lancé. Là, il vous a donné quand même pas mal de choses à travers son expérience personnelle, pas mal de choses actionnables, en fait. Il vous a montré que se lancer en e-commerce, même si c'était avant, avec Amazon FBA, avec un petit budget, c'était faisable. C'était faisable de le tester avec un petit budget, de voir un peu où ça mène. Il vous a montré des petites choses là avec la crypto, mais surtout, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est que il y a plein de fois où Mathieu, il a tenté des choses, il a osé demander, il a osé me demander si on pouvait faire le petit logiciel ensemble, il a osé faire des choses, et surtout le sourcing, la veille est hyper important. Faire de la veille, voir ce qui se passe autour de vous, c'est ce qui vous donnera des idées, c'est ce qui vous donnera l'envie de tester des choses, et c'est ce qu'on peut retenir là. Si vous voulez qu'on rentre dans un détail en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager ce podcast avec toutes les personnes que vous connaissez qui s'intéressent à l'entrepreneuriat ou même au monde des salariés, parce qu'on a beaucoup parlé du monde des salariés ici. Donc, je vous dis au revoir. Merci Mathieu d'avoir été avec nous et on se retrouve Merci à dans toi. un prochain podcast. Allez, ciao. Ciao.